Eh bien, merci Christophe d'être ici. On t'a déjà dit merci, mais on est très très content de t'accueillir là. Moi, je suis très heureuse de te retrouver ici. La première fois qu'on s'est rencontrés, en fait, c'était en 2016 à la Belle Électrique, du coup, quand tu étais intervenu la première fois sur l'échec. Donc Christophe, je vais te représenter un petit peu plus. Tu es le chef doublement étoilé aujourd'hui de ton propre restaurant qui s'appelle donc Maison Haribert. Maison Haribert aujourd'hui, c'est aussi une étoile verte et 4 toques au Goemio. Avant d'avoir créé ta Maison Haribert, tu as notamment officié pour la Tour d'Argent. Tu as aussi travaillé au restaurant Les Ambassadeurs du Crillon. Et en 97, tu arrives dans la région, tu rejoins les terrasses dont tu deviens chef en 2004. Tu as publié des livres sur ta cuisine, tu as remporté des concours de photos culinaires, tu as ouvert un nouvel établissement à Grenoble qui s'appelle le Bouillon A. Tu as participé à de nombreuses reprises à l'émission Top Chef. Tu es descendant de paysans isérois. Ouais, c'est pas fini. Tu es amoureux de la nature et du ski de rando. Je sais que tu as eu la chance d'en faire cet après-midi, Vénard. Et tu deviens chevalier de l'ordre national du mérite en 2023. Bon, je crois que je pourrais continuer longtemps, mais mesdames et messieurs, vous avez devant vous un véritable monument de la gastronomie française que je vous laisse accueillir comme il se doit. Merci beaucoup. Donc la première fois que tu témoignais à nos côtés, tu avais évoqué avec nous ton difficile parcours scolaire, et puis tu étais revenu sur l'échec quotidien de la création, en prenant l'exemple de ton fameux foie gras aux fraises. Mais on a choisi un autre angle pour aujourd'hui. Je n'irai pas jusqu'à dire que tu es un serial loser, ce serait quand même pas très sympa. Non, si ça te va? Non, je ne l'ai pas mis dans la description du coup. Mais du coup, pour bien te suivre, on va remonter un peu dans le temps. Et on est en 2016. Et donc, tu es chef 2 étoiles des terrasses d'Uriage. Et tu as la sensation d'être un peu au bout de ta cuisine. Et donc, à ce moment-là, c'est quoi ton projet pour redonner du souffle à tes 2 étoiles? Déjà, bonsoir à tous, je suis ravi d'être là. Je suis ravi d'avoir participé il y a une dizaine d'années déjà à ce moment. J'ai gardé comme ami tous les intervenants ce soir-là et on a fait plein de choses ensemble par la suite. Donc merci de m'avoir invité et j'ai encore plein de souvenirs de cette soirée. Oui, donc on revient et merci pour cette présentation. Merci beaucoup. On est en 2016 et je ne suis pas forcément au bout de ma cuisine, mais je suis dans un lieu qui ne correspond plus, l'écrin ne correspond plus vraiment à ce qu'on a envie de faire. Il est plus contemporain et on a envie de faire évoluer ça. Donc on cherche une solution avec l'actionnaire qui est le propriétaire. Les propriétaires sont les gens d'Uriage, le groupe Uriage qui appartient au groupe Puig. C'est un énorme groupe européen. Les parfums, Nina Ricci, Paco Rabanne, et j'en passe et des meilleurs. Voilà, on a affaire à un groupe de fous et on pense qu'on est adossé à un groupe et qu'on va faire des choses magiques avec ce groupe. Donc on essaie de trouver des solutions. Je continue là-dessus, à l'explication. Ouais. Donc voilà, on négocie l'idée de récupérer le fonds de commerce de ce lieu, de nous donner le fonds de commerce, parce que c'est nous qui avons créé la valeur ajoutée, avec mon frère à l'époque, on est 2. Et ça fait une dizaine d'années qu'on est là, qu'on travaille, qu'il y a une belle énergie, on a 2 étoiles, on est reconnu. Et on essaye de trouver un deal pour refaire ce lieu et avancer avec ces gens. On pense qu'on est dans une bonne dynamique. Et on va voir par la suite qu'on ne l'est pas du tout dans cette bonne dynamique. Oui, parce qu'en fait, l'associé te dit non. C'est-à-dire que finalement, il te dit « j'investirai pas dans le projet que tu as imaginé ». C'est ça? Voilà, on est très loin, on a l'accord des banques, on est prêt à signer, c'est-à-dire on est prêt à tomber dans le concret. Là, on est projeté, on a des dessins d'archis, on a payé des archis, on est allé très loin. On est déjà, nous, on est prêt et on est prêt à faire des travaux. On a déjà bossé même sur des tables, sur des chaises, voilà, on est très très loin. Et non. Ce monsieur revient et nous dit ça va pas le faire, je suis pas d'accord, finalement je change d'avis. Compliqué. Dommage. Dommage pour eux surtout, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que c'est vraiment dommage. Mais c'est la vie, c'est sa décision. Et je ne peux que respecter sa décision. Je suis très 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 en colère. Vraiment. Je boue intérieurement, je ne sais pas comment je vais sortir de cette situation. L'échec est là, puissant, fort. Je ne l'ai pas vu venir, mais je l'ai vu venir. Parce que je sentais qu'il se défaussait petit à petit, je sentais qu'on perd des pieds.
Et ça m'agaçait en plus, donc j'étais de plus en plus tendu avec ce monsieur. Et je pense que ce n'était pas la bonne façon de faire aussi avec lui. Donc nos chemins se sont séparés et ce nom est venu ponctuer quelque chose que je sentais mais que je n'ai pas vu venir. Voilà, pour être clair. Mais qu'est-ce qui fait quand même que toi, avec tes antennes, ton savoir-faire, tout ce que j'ai raconté en intro quand même, toi, tu vois pas et tu ne réalises pas à temps qu'il va te dire non, quoi. Parce que je suis omnibulé, je suis habité et trop. Je ne prends pas le recul nécessaire à ce moment-là de voir les signaux forts ou faibles. J'ai que mon projet en tête et je ne regarde pas ce qui se passe autour. J'ai beaucoup appris à ce moment-là parce que maintenant, je fais très attention à tous les signaux faibles et forts qui sont autour de moi. Quoi que je fasse, je prends la température globale. Je suis vraiment très concentré là-dessus. Ça m'évite pas mal d'écueils d'ailleurs. Et voilà, donc je le vois pas. Je suis taquet, comme on dit. En un mot qu'on connaît tous. Je suis à fond, à bloc, et je suis sûr que ça va le faire. Et je suis sûr qu'on ne peut pas me dire non en plus. Vous voyez, je suis certain, un chef, moi, non, mais c'est pas possible. Personne ne peut me dire non. Eh bien si, on peut vous dire non, et c'est violent. Ah, l'ego, quand même. Ça a dû faire mal, là. Ouais, ça fait mal. Mais j'ai rebondi vite. Alors, ouais, comment tu fais pour rebondir? Donc, l'associé te dit non, tu l'as pas vu venir, et je crois que tu mets pas beaucoup de temps à rebondir. Non, je mets 24 heures à rebondir. J'ai un sens paysan, en fait, qui m'interdit de déconstruire ce que j'ai construit jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'avais l'option de tout détruire et de partir en live et de me dire, j'allais dire un gros mot, mais je ne vais pas le dire, allez tous vous faire, hein. Et je vais partir et vous allez bien voir, une fois que je serai parti, nanani, nanana, la petite tête de con, vous voyez, qui se croit plus fort que tout le monde, et voilà. Mais j'ai pas envie de faire ça, et c'est ce bon sens paysan. Mon arrière-grand-père était paysan, mon grand-père était boulanger, mon père cuisinier. Donc j'ai grandi dans le travail, dans la force du travail, l'abnégation au travail, je connais, je sais ce que c'est. Je l'ai éprouvé étant enfant. Et je me dis, c'est pas possible, il faut absolument que je rebondisse rapidement. Et je vois ce lieu qui est à côté de la maison. Attends, tu vas trop vite. Ouais. Tu vas trop vite parce que pour moi, il y a d'autres ingrédients. C'est pas pour moi, c'est pour toi. Il y a d'autres ingrédients qui te permettent de rebondir aussi vite parce que être résilient en 24 heures, est-ce qu'il n'y a que le bon sens paysan qui permet ça? Non, il y a. C'est rêver, c'est se dire que c'est pas possible. Il faut avancer, il faut garder la foi, il faut. Trouver un projet puissant, quelque chose qui va vous faire rêver rapidement, et je ne veux pas me laisser tirer vers le bas. Je ne veux pas que cette situation bloquante me tire vers le bas. Et c'est sa décision, ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas moi qui suis remis en question. Ce n'est pas Christophe Haribert, c'est le projet qu'on avait ensemble, et c'est lui qui a décidé de dire non. Donc je refuse que ça soit qu'il me tire vers le bas avec sa décision. Je refuse ça. Je ne veux pas me retrouver là-dedans. Ça, c'est important pour moi, d'occulter ce moment et de me dresser face à cette situation, mais en acceptant sa décision. Et ça rend la chose plus... C'est pas moi qui suis remis en question, c'est cette décision. Et ça, c'est souvent important, c'est ce que je dis souvent aux gens avec qui je travaille. C'est pas eux que je remets en question, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est très important. Et parce qu'on va parler du management plus tard, donc je mettais déjà une petite pièce dans le management d'aujourd'hui. Et voilà, donc c'est ça, c'est pas ma décision, donc je dois me confronter, je dois tout de suite rebondir et je dois tout de suite réagir par rapport à ça. Ok, donc effectivement, ouais, tu acceptes en fait ce qui ne t'appartient pas, ce qui t'appartient plus. Peut-être que tu aurais pu influencer avant, mais en tout cas là c'est trop tard, c'est fini. Mort. Donc tu passes à autre chose et tu te mets à rêver de Maison Haribert. Alors c'est quoi la suite? Je vois ce lieu qui est à quelques mètres de la maison, qui est à quelques mètres du lieu dans lequel j'étais, du grand hôtel, et je me dis que ben voilà, je peux tout de suite rebondir. Je ne veux pas déconstruire ce que j'ai fait, et je veux rebondir. Je veux garder cette clientèle que j'ai construite sur le temps, ce travail, mes équipes aussi. Il est important de conserver mon groupe, mon collectif, les gens qui travaillent avec moi depuis longtemps. J'ai des gens qui travaillent avec moi depuis 20 ans, donc je veux garder cette énergie-là. Donc tout de suite, je transfère le projet que j'avais en tête, je le transfère à 100 mètres. Voilà, 100 mètres. Et le lendemain matin. C'est-à-dire que j'ai une nuit d'enfer, une nuit où je suis au plus mal de... Voilà, je suis vraiment mal. Et le lendemain matin, je me dis, c'est pas possible. Il faut rebondir. Et tout de suite,
je mets en route l'idée de Maison Ribert, directement. Et dans quelle énergie tu arrives à être à ce moment-là? Parce que tu nous as dit que tu étais 24 heures avant, tu es dans une colère de dingue. Et 24 heures après, du coup, dans quelle énergie tu es et qu'est-ce qui t'anime à ce moment-là? Il y a une chose qui me parle, c'est que l'échec se voit sur toi et se ressent sur ce que tu es et que j'ai pas envie d'être là-dedans. J'ai envie tout de suite de rayonner, j'ai envie tout de suite d'être positif et rêver grand et rêver à un projet que je pensais inaccessible, impossible, me met tout de suite dans une dynamique de folie. C'est-à-dire que je suis tout de suite habité par un autre projet et ça me transcende. J'oublie le nom, j'oublie le négatif, j'oublie cette décision qui ne m'appartient pas et je rentre tout de suite dans une énergie positive. Et je rêve grand et je suis intimement persuadé que l'échec se voit sur soi. On est ce qu'on respire et on est ce qu'on fait et ce qu'on dégage. Et quand on est en situation d'échec, les gens perçoivent cet échec en vous. Et quand vous allez essayer de convaincre quelqu'un de votre nouveau projet qu'il est ultra bénéfique, si vous êtes tout comme ça courbé et on m'a dit non, mais peut-être je vais pouvoir faire. Non, c'est pas grave, je vais quand même y arriver. Je suis habité, je crois en moi et je vais emmener les gens dans ma dynamique. C'est ultra important. Et tu m'as déjà dit, effectivement, en fait, les gens ne savent pas qu'on t'a dit non avant. C'est exact, c'est une phrase que je dis effectivement. Elle est de toi, elle n'est pas de moi. Les gens ne savent pas qu'on t'a dit non. Les gens que tu rencontres au quotidien, à part ton cercle ultra proche et le mec qui a pris la décision, bien à lui cette décision, eh ben, personne ne le sait. Et donc, voilà, il ne faut pas qu'elle t'impacte. Oui, je sais, c'est facile à dire. Mais en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. C'est comme ça que j'ai perçu mon problème et c'est comme ça que je me suis challengé en tout cas. Tout de suite, j'ai rebondi. Tout de suite, je suis parti dans une dynamique positive. Et voilà, ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartenait pas. Ouais, probablement, je me permets, parce que la colère, en fait, elle est pleine d'énergie, elle est très bénéfique et du coup, tu as réussi à la transformer tout de suite en quelque chose de positif, à mettre sur le terrain, ce nouveau terrain de jeu du coup. Ouais, la maison en face et tout de suite me dire ça va être possible. Tout de suite rêver, rencontrer la mairie très vite, leur dire qu'il y a des chances que je quitte Uriage, leur faire un peu peur, emmener la région, le département, beaucoup de gens dans ce projet pour qu'ils puissent rêver avec moi. Parce que c'est important que tout de suite, il y ait des gens dans une dynamique positive et qui rêvent avec vous. Donc tout de suite, vous échangez sur un rêve. Je ne leur dis pas qu'on m'a dit non, je ne leur dis rien du tout. Je leur dis juste que voilà, il y a des chances que je quitte Uriage si je ne trouve pas un nouveau projet. Mais que j'ai très envie de rester, que ma vie est là, que ce territoire, tout m'inspire, j'ai très envie de rester là. Mais que l'écrin ne me convient plus et que j'ai besoin d'évoluer. Alors comment ça se passe les 3 ans de préparation de Maison Ribert, dont 1 an de travaux? Donc qu'est-ce qui se passe entre 2016 et février 2019 quand tu ouvres Maison Ribert? Et comment tu vis les choses? Déjà, j'ai dû convaincre cette personne qui m'a dit non, que j'allais le quitter. Et là, ça n'a pas été facile parce qu'il ne voulait pas que je le quitte, parce qu'il ne comprenait pas. Parce que pour lui, il disait non, et puis moi, j'allais rester comme un bon petit soldat à continuer à faire mon travail, mais ça, c'était plus possible. Donc, il a fallu que je devienne un entrepreneur, il a fallu que je me dresse face à ce patron, en fait, à cet actionnaire. Il a fallu que moi, je devienne un entrepreneur à part entière et que je puisse lui expliquer mon projet et qu'il ne me mette pas de bâton dans les roues. Il a tout fait pour mettre des bâtons dans les roues, il a fait le maximum pour que le projet ne se fasse pas, mais là, j'ai senti la vraie résilience et l'abnégation absolue. Il a fallu vraiment que je me batte au quotidien. J'ai signé le projet à côté. J'avais toujours pas d'accord avec mon actionnaire. J'ai fait des choses que je pensais jamais faire de ma vie, mais j'étais habité. C'était impérieux pour moi de créer ce projet. C'était plus fort que moi. Toute cette colère, en fait, tu en as très bien parlé, tu l'as très bien dit, cette colère, elle m'a transcendé. Il était impossible que Maison Ribert ne voie pas le jour. Elle a vu le jour. Je ne sais pas si je serais capable de le refaire aujourd'hui, je suis passé par tellement d'étapes ultra compliquées. On m'a dit non, on m'a redit non, je suis rentré par la porte, je suis re-rentré par la fenêtre, j'ai convaincu des gens, j'ai mis des choses en avant, j'ai signé des choses, j'avais pas d'accord avec l'actionnaire quand même. J'ai commencé mes travaux, j'avais rien et j'avais besoin d'un accord parce que les banques ne le suivaient pas. J'ai réussi à convaincre le Crédit Agricole. Je ne sais pas s'il y a des gens du Crédit Agricole ce soir. Non. S'il y en a, ils lèvent le bras. Merci. J'ai ramé 2 ans parce que son premier projet, tu rames très longtemps. Après, le second, ça va beaucoup mieux. Mais le premier projet, j'ai mis 2 ans à convaincre les banques. Ça a été très long. Beaucoup d'énergie à ce moment-là.
Et en un déjeuner, j'ai convaincu à l'époque le président, j'ai oublié son nom, mais ça va me revenir. Là, c'est Pierre Faure, aujourd'hui, c'était l'ancien. Voilà, Monsieur Rouchon, Christian. Voilà. En un déjeuner, j'ai eu un déjeuner pour le convaincre. Et j'étais à 40 rendez-vous de banque, j'étais très au fait, je suis devenu un entrepreneur. Le haut de bilan n'avait plus de secret pour moi, ni un compte de résultats, j'étais très bon. Moi, j'explique toujours aux gens que je suis très bon pour faire la mayonnaise et la béarnaise, mais que le reste, il faut m'expliquer précisément. Donc, il faut bien être conscient de son niveau, il faut s'entourer comme il faut. J'ai pris un business manager très bon, un comptable très bon, un expert comptable, ensuite un banquier, et des gens qui m'ont entouré, qui m'ont emmené sur l'entrepreneuriat et devenir un entrepreneur à part entière, sans faire de bêtises. Et en rêvant beaucoup, parce qu'on a besoin de rêver, on a besoin de croire à son projet, mais voilà, il faut être cohérent, il faut faire des lieux agiles aujourd'hui. On le sait, la société est très compliquée. On a fait un lieu très agile qui nous permet aujourd'hui très peu consommateur d'énergie. On a eu du nez pour le coup. On a fait un lieu, on a une éthique importante, une éco-responsabilité dans toutes les décisions qu'on a prises. Voilà, ce projet, on l'a construit un peu en amont, très en avance sur son temps. Donc Maison Haribert à Uriage, on a le bouillon A sur la presqu'île. A priori, tout va bien. Le quotidien, il est facile. C'est que du succès. C'est comme ça que tu vis les choses en ce moment ou pas ? Non. Le quotidien, il est très dur, comme chaque entrepreneur aujourd'hui dans le monde. On est dans un climat social ultra anxiogène. On a aussi une évolution sociétale de nos équipes, de nos salariés. Aujourd'hui, les jeunes ont une vision du travail qui est complètement différente. Le management a beaucoup évolué. Je me suis beaucoup remis en question aussi sur mes méthodes de management. C'était hyper important pour moi d'accompagner les gens, de les faire monter en compétences, de les aimer, de faire quelque chose de très beau aussi, d'être très vertueux aussi dans mon management. Ça m'a pris du temps parce que moi, je n'ai fait que répéter ce que j'avais appris, c'est-à-dire le coup de trick et puis de me faire engueuler beaucoup et trop, je trouve. On a souffert de ça et en plus, je me suis vu reproduire ça au début parce que je n'avais pas les clés et je ne savais pas comment faire autrement. Donc, il était important pour moi c'est une remise en question. Je suis aujourd'hui intimement convaincu que le manager est un homme qui est dans une situation dans laquelle il est bien lui-même déjà. Pour bien manager, il faut être bien soi-même. C'est pour ça que je vais faire un peu de pot de phoque et que je fais du sport beaucoup. J'essaye d'être le mieux possible pour évacuer le négatif du quotidien, pour ne voir que le positif. Et souvent, arriver en haut de la montagne, c'est ma maxime, c'est sortir par le haut. Tout le temps, j'essaye de toujours sortir par le haut des situations. C'est pas simple. On est des montagnards et on est grenoblois et vous êtes tous dans la région. Et cette maxime, je trouve qu'elle est jolie et on peut se l'approprier et sortir par le haut. C'est hyper important. Donc le management, c'était important aussi que j'arrive à sortir par le haut et que je me remette en question profondément sur ce que j'avais appris et comment aujourd'hui je me comportais dans un groupe. Une équipe, c'est un collectif qui respire ensemble vers un but commun. Et nous, on a des très beaux buts communs. Essayer d'avoir 3 étoiles, réussir notre quotidien. On en parlait très bien tout à l'heure. On a des ponts avec les sportifs de haut niveau. On fait du haut niveau. On est au haut niveau quotidiennement. C'est une somme de détails qu'on met bout à bout pour réussir des plats, pour créer. On a beaucoup d'échecs quand on crée. C'était le premier sujet de notre moment passé ensemble. Voilà, donc ça nécessite beaucoup d'abnégation. Donc je dis toujours à mes équipes que les gens viennent pour de l'exceptionnel, mais nous, c'est notre quotidien. Donc on doit réussir notre quotidien. Et on respire tous ensemble vers un but commun, et ça, c'est très beau. Et on doit aider les gens. J'ai toujours un apprenti un peu en difficulté pour que mes responsables butent un peu sur lui pour apprendre que c'est pas forcément facile quand tu manages des gens. Ils sont pas idéaux, ils sont pas parfaits, mais ils sont là. Et je fais toujours aussi en fonction du niveau de mon groupe. Je vais pas aller essayer de faire un truc que je vais pas arriver à faire et m'énerver et tourner en rond de manière insupportable pour tout le monde, parce que quand tu es insupportable, ça l'est pour tout le monde. J'essaye toujours de travailler par rapport au niveau du groupe que j'ai et de le faire monter en compétence doucement et moi aussi m'élever avec eux, et ça, je trouve ça hyper important au jour d'aujourd'hui quand on sait la problématique c'est de recruter. On a aussi dans nos entreprises, le recrutement est devenu un vrai problème. Moi, j'ai toujours eu des problèmes à recruter depuis très longtemps parce qu'on recrute, c'est très spécifique chez nous, donc les gens, il faut vraiment qu'ils soient habités par quelque chose de très fort et qu'ils aient très envie d'être avec nous. Donc, c'est des choses qui ont été compliquées depuis toujours. Mais bon, là, on sent... mais par contre, il y a encore des gens très passionnés, très sympas. Il ne faut pas les louper, ceux-là, quand ils sont avec vous. Il faut vraiment faire en sorte de les garder. Et voilà, on ne fait rien seul. Et on a vraiment besoin d'une équipe très, très, très puissante avec vous. Et de ce que j'entends, un de tes ingrédients aujourd'hui, de ta résilience, c'est quand même le fait de prendre soin de toi.
alors tous les jours, je sais pas, mais en tout cas d'aller faire de la peau de phoque en montagne. Mais comment tu fais dans ton agenda? Enfin, tu étais en tournage pour Top Chef, tu as 2 établissements. Comment tu fais pour prendre soin de toi dans cet Je suis environnement-là? très bien accompagné. Ma compagne est là ce soir avec moi, elle travaille avec moi et elle m'accompagne vraiment au quotidien. Donc j'ai la chance d'avoir un alter ego dans mon travail qui m'accompagne vraiment et qui me permet de prendre du temps. Et le temps, on pense qu'on n'a jamais le temps, mais en fait c'est une erreur. Il faut prendre le temps pour soi-même. Je vais quasiment tous les jours dans la montagne, je fais du yoga tous les jours, je prends soin de moi. C'est hyper important, c'est la base de l'équilibre pour avoir envie de continuer à travailler. J'ai besoin d'être bien. Donc tous les jours, je fais du sport, tous les jours, je fais attention à ce que je mange. Je suis comme une espèce de petit moine soldat pour mon travail, pour être bien. Mais j'aime ça en fait aussi, c'est quelque chose qui m'habite, j'aime ça. Et plus je fais attention, et plus j'ai envie de faire attention. Donc c'est hyper intéressant, c'est hyper important pour moi. Ok, pour finir peut-être, comment tu transmets cette notion de résilience à tes 2 filles, à tes équipes? Qu'est-ce que tu essayes de leur inculquer là-dessus? Alors à mes filles c'est très dur parce qu'elles sont pas à l'âge le plus simple actuellement, mais plus tard elles comprendront. Non mais pas sûr. Non mais la résilience c'est une manière de voir les choses, c'est la perception du problème qu'on a sur le moment. C'est toujours essayer de percevoir la chose un tout petit peu différemment pour pouvoir la dépasser, pour pouvoir mieux la comprendre et mieux la dépasser. La résilience, c'est dépasser la problématique qu'on a, et la peau de phoque permet vraiment d'aider à la résilience, parce que quand tu arrives en haut, tu as souvent réglé le problème que tu avais en bas, et parce que tu le vois de manière différente, tu le perçois de manière différente. Tu butes pas dessus en tout cas. Dès que tu butes sur un problème, dès que je bute sur un problème, c'est plus engageant et je perds du temps et je vais pas à l'essentiel. Donc c'est vraiment essayer de se remettre en question soi-même par rapport à ce problème-là, mais aussi décaler aussi la perception qu'on a des choses pour mieux pouvoir évoluer et comprendre ce qu'on est en train de faire, pour avoir le recul nécessaire quand on a des décisions à prendre, quand on a trop nez dans le guidon. C'est ce que je vous disais en préambule, la problématique de j'ai pas vu venir la première fois ce non violent, c'est parce que j'étais trop la tête dans le guidon et j'avais pas assez de recul. Donc là, j'essaye d'être accompagné par des gens qui m'aident à avoir le recul aussi, parce que l'entourage est très important, et toujours avoir le recul nécessaire pour toujours prendre, en tout cas, essayer de prendre la bonne décision pour soi-même, pour ses équipes, pour ses entreprises. Eh bien, un énorme merci, Christophe, d'avoir été avec nous ce soir.